Bienvenue sur Agora. Selon vous, l'humanité va-t-elle devoir sa fin au trou noir? Nous ne savons peut-être pas à quoi il ressemble, mais tous les scientifiques sont d'accord sur le fait qu'il ne faudrait pas s'en approcher de trop près. Mais horreur! En décembre 2021, l'un des trous les plus énormes de notre galaxie a été découvert non loin de la planète bleue. Comment s'est-il formé? Quelle est sa taille? Est-il dangereux? Voilà autant de questions auxquelles la vidéo de ce jour va tenter de vous apporter les réponses les plus explicites. Restez donc jusqu'à la fin et suivez attentivement pour ne pas manquer une seule seconde. C'est parti! Quels sont les trous noirs les plus proches de notre planète? Ah, les trous noirs, ces objets massifs et mystérieux qui engloutissent tout sur leur passage. Les scientifiques ont trouvé les deux premiers d'une nouvelle famille dans la banlieue de la Terre. Ces deux trous noirs ont été découverts grâce à Gaia, la mission astrométrique de l'Agence spatiale européenne. Gaia mesure la position, la distance et le mouvement des étoiles avec une précision incroyable. Et grâce à cela, les astronomes ont pu détecter les mouvements étranges de certaines étoiles, ce qui les a conduits à la découverte de ces deux trous noirs. Habituellement, les trous noirs trahissent leur présence par la lumière qu'ils émettent lorsqu'ils engloutissent de la matière. Mais cette fois-ci, ce sont des oscillations d'étoiles qui ont révélé la présence de ces deux mastodontes. Et quelle est leur taille, demanderiez-vous? Ils font environ 10 fois la masse de notre Soleil chacun. Autant dire que ce sont des voisins très lourds. Le premier, baptisé Gaia BH1, se trouve à seulement 1560 années-lumière de la Terre, dans la direction de la constellation d'Ophiuchus. Et le deuxième, Gaia BH2, est situé à environ 3800 années-lumière de chez nous, dans la direction du Centaure. Karim El Badri, découvreur de ces trous noirs et chercheur au Harvard Smithsonian Center for Astrophysics et au Max Planck Institute for Astronomy, explique qu'ils ont probablement une histoire de formation complètement différente de celle des binaires à rayons X. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon spatial, les binaires à rayons X sont des trous noirs dont les étoiles compagnes sont assez proches pour que le système brille dans les rayons X. Autrement dit, ce sont des trous noirs qui ont du mal à être discrets. Mais pas nos nouveaux voisins cosmiques. Eux, ils préfèrent prendre leur distance et garder un peu de mystère. Les données de Gaia continuent de révéler de nouveaux trous noirs grâce à leur précision et leur capacité à détecter de petites oscillations dans les mouvements des étoiles. Après avoir confirmé la présence de ces nouveaux trous noirs à l'aide d'observatoires au sol, les astronomes ont cherché des émissions radio et X provenant de l'un d'entre eux, mais en vain. Cette observation suggère que ce trou noir n'est pas un grand mangeur de matière et que peu de particules passent son horizon des événements. C'est une découverte qui peut aider à mieux comprendre la formation des trous noirs et les chercheurs s'attendent à en trouver davantage dans les prochaines données de Gaia en 2025. Comment les trous noirs voient-ils le jour? La plupart des gens pensent que la formation d'un trou noir est uniquement liée à la mort d'une étoile. Cependant, tous les objets dans l'univers peuvent potentiellement devenir un trou noir si leur masse est suffisamment élevée et concentrée en un petit espace, ce qui crée une densité de masse élevée. La relativité générale d'Einstein a permis de considérer des objets autres que des étoiles comme des candidats potentiels pour devenir des trous noirs, comme la Terre si son rayon était réduit à 9 mm selon le calcul de Schwarzschild. Même le Soleil pourrait devenir un trou noir si son rayon était réduit à 3 km, ce qui représente seulement 0,0004% de son rayon actuel. La formation de trous noirs est donc plus complexe que la simple mort des étoiles et toute une gamme d'objets célestes peut potentiellement en donner naissance. Les astrophysiciens considèrent en général que le trou noir est l'ultime stade de l'effondrement gravitationnel. Avant le trou noir, il y a deux types de matière en termes de compacité, les naines blanches et les étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons sont maintenues en équilibre par l'interaction forte, tandis que les naines blanches le sont par la dégénérescence des électrons. Si la naine blanche commence à faiblir contre la gravité, elle forme des éléments plus lourds de nucléons, ce qui la fait exploser en supernova. Les étoiles dont la masse est supérieure à 3,2 masses solaires, en revanche, peuvent former des trous noirs. Ils se forment lorsque la pression de dégénérescence est inférieure à la gravité. À ce stade, l'étoile ne peut plus rien faire contre la gravité. Son rayon commence à diminuer et il s'effondre pour former un trou noir. Il existe 4 types de trous noirs: les trous noirs stellaires, les trous noirs supermassifs, les trous noirs intermédiaires et les trous noirs primordiaux. Le premier type de trou noir, le trou noir stellaire, est le plus courant et se forme lorsqu'une étoile massive s'effondre sur elle-même. Ce type de trou noir a une masse allant de quelques à plusieurs dizaines de fois celle du Soleil. Les trous noirs supermassifs sont beaucoup plus massifs, avec une masse allant de plusieurs centaines de milliers à plusieurs milliards de fois celle du Soleil. Ils se trouvent au centre des galaxies et semblent être étroitement liés à l'évolution de celle-ci. Les trous noirs intermédiaires ont une masse comprise entre 100 et 100 000 fois celle du Soleil et leur existence reste encore hypothétique. Enfin, les trous noirs primordiaux se seraient formés très tôt dans l'histoire de l'univers. Leur existence est également hypothétique, mais ils pourraient expliquer certaines observations cosmologiques. Les trous noirs stellaires sont formés à partir d'une étoile dont la masse est principalement contenue entre 3,2 et 5 masses
masse solaire. Si l'étoile a une masse inférieure à la limite de Chandrasekhar, qui est de 1,44 masses solaires, elle deviendrait une naine blanche qui ne forme pas un trou noir. Tandis que si la masse est comprise entre la limite de Chandrasekhar et la limite d'Oppenheimer-Volkoff, qui est de 3,2 masses solaires, l'étoile deviendra une étoile à neutrons. Au-delà de la limite d'Oppenheimer-Volkoff, la dégénérescence des électrons et des neutrons n'est pas assez forte pour éviter à l'étoile de s'effondrer sous l'effet de la gravité. Cet effondrement conduit à la formation d'une singularité qui est la caractéristique principale des trous noirs. La singularité est en effet une zone de l'espace-temps où la courbure devient infinie et où les lois de la physique telles que nous les connaissons ne s'appliquent plus. Pour différencier les différents types de trous noirs stellaires, il est nécessaire de connaître leur masse, leur charge et leur moment angulaire. L'un des exemples les plus connus est celui situé dans la région de Sagittarius A de notre propre galaxie, la Voie lactée. En 2002, une équipe de chercheurs a réussi à mesurer la masse de ce trou noir qui s'élève à environ 2,6 millions de masses solaires. Cependant, malgré cette découverte, les astrophysiciens ont encore beaucoup de mal à comprendre comment ces trous noirs supermassifs se forment. Plusieurs hypothèses ont été avancées, mais aucune n'a encore été prouvée de manière irréfutable. L'hypothèse la plus simple et la plus plausible est que ces trous noirs supermassifs se forment à partir d'un trou noir stellaire qui capte progressivement sur des milliards d'années toute la matière autour de lui. Cependant, cette théorie présente encore des défauts, comme la présence de trous noirs avec un redshift très élevé qui aurait été créé au début de l'univers, bien avant que des étoiles aient pu s'accumuler pour former un trou noir. C'est une théorie qui soulève des questions quant à la possibilité d'une simple accrétion d'étoiles pour former des trous noirs supermassifs. En outre, contrairement aux autres types de trous noirs, les trous noirs supermassifs ont une densité moyenne plutôt qu'une densité élevée, en raison de leur grande taille et de leur capacité à accepter de la masse. En fait, la densité diminue à mesure que la masse augmente, ce qui signifie que la densité est proportionnelle à l'inverse de la masse au carré. Malgré les avancées récentes, les mystères entourant les trous noirs supermassifs restent nombreux, et les astrophysiciens continuent de rechercher des explications pour comprendre leur formation et leur comportement. Nous allons maintenant nous intéresser à nouveau aux trous noirs intermédiaires qui se situent entre les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. En effet, leur masse est comprise entre 100 et 10 000 masses solaires, ce qui pose problème puisque la masse d'une étoile ne peut dépasser 150 à 200 masses solaires, à l'exception de quelques cas comme l'étoile du pistolet ou l'étoile Wolf-Rayet WR20A. La formation de ces trous noirs intermédiaires est donc encore mystérieuse, puisque la masse d'un trou noir est censée être liée à celle de l'étoile qui s'est effondrée. En captant la matière autour d'eux, les trous noirs ne peuvent pas multiplier leur masse par 50. Ces étoiles seraient les premières à s'être formées dans l'univers avec une métallicité critique inférieure à la métallicité solaire d'un facteur de 10 puissance -5 résultant de la nucléosynthèse primordiale. Cette particularité leur permettrait de se refroidir sans être freinés par les raies métalliques et de former des étoiles de plusieurs centaines de masses solaires. Comprendre la formation des trous noirs intermédiaires pourrait également permettre de mieux comprendre celle des trous noirs supermassifs. La disparition de l'un des plus grands trous noirs de l'univers inquiète fortement les scientifiques. Des chercheurs se posent la question de la disparition du trou noir supermassif de l'amas de galaxies Abell 2261. Ce monstre cosmique, qui aurait dû se trouver au cœur de la galaxie A 2261 BCG, a une masse estimée entre 6 à 11 milliards de fois celle du Soleil, mais depuis 2012, il n'y a plus de traces de cette source de lumière intense qui indiquait sa présence, et les chercheurs n'ont détecté qu'une brume légèrement brillante au cœur d'Abell 2261. Ils émettent l'hypothèse que lors de la fusion de deux trous noirs supermassifs, les ondes gravitationnelles pourraient avoir provoqué l'éjection du trou noir depuis le centre de la galaxie, ce qui pourrait expliquer cette absence. Bien que cette hypothèse n'a pas encore été prouvée, les chercheurs ont des indices qui laissent penser que cette galaxie devrait normalement posséder un trou noir supermassif en son centre, étant donné que toutes les galaxies massives en possèdent un. En effet, des émissions radio ont été détectées au centre de la galaxie par le télescope Very Large Array Carl G. Jansky. Des scientifiques cherchent à confirmer la présence d'un trou noir en observant les rayons X émis lorsque des matériaux stellaires tombent à l'intérieur. Cependant, l'étude publiée dans American Astronomical Society révèle que les astrophysiciens n'ont rien trouvé lors de l'observation des données recueillies par l'observatoire de rayons X Chandra et le télescope spatial Hubble. Pourtant, selon la théorie, un trou noir devrait se trouver au centre d'un amas galactique. Où est donc ce trou noir? Les auteurs de l'étude suggèrent qu'il a peut-être été éjecté de sa galaxie. La masse d'un trou noir est en proportion directe avec la masse de sa galaxie. Dans le cas présent, le trou noir aurait été 1000 fois plus massif que la galaxie géante A 2261 BCG. Les astronomes
ont donc supposé qu'un trou noir de 6 à 11 milliards de masses solaires était présent au centre de cette galaxie, situé dans l'amas Abell 2261. Même si aucune preuve formelle n'a été trouvée, la présence d'un trou noir est largement admise par la communauté scientifique. En 1980, Mitchell Begelman, Martin Reis et Roger Blandford ont proposé une théorie selon laquelle la fusion de deux galaxies et de leurs trous noirs respectifs pourrait créer des ondes gravitationnelles qui auraient la possibilité d'éjecter le nouveau trou noir fusionné, encore plus massif, de sa galaxie d'origine. Cette théorie a récemment été évoquée par une équipe de scientifiques pour expliquer la disparition du trou noir supermassif. Si cette hypothèse s'avère exacte, cela fournirait une preuve observationnelle de deux aspects de la théorie proposée par Begelman, Reis et Blandford, que les trous noirs supermassifs peuvent fusionner et que les ondes gravitationnelles asymétriques peuvent éjecter le nouveau trou noir loin de cette galaxie haute. Cependant, pour l'instant, il n'y a pas de preuve formelle de cette hypothèse. En 2012, Mark Postman du Space Telescope Science Institute a observé pour la première fois l'absence du trou noir. Cependant, avec les télescopes Hubble et Subaru, deux anomalies ont été détectées. Premièrement, la concentration d'étoiles dans le noyau était significativement plus élevée que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et deuxièmement, la densité d'étoiles la plus élevée se trouvait à 2000 années-lumière du centre, indiquant une forte décentralisation du noyau. Ces observations ont conduit à l'idée que le vide au sein de cette galaxie pourrait être le résultat de la fusion de deux trous noirs supermassifs. Lorsqu'une telle fusion se produit, certaines étoiles autour de deux trous noirs peuvent également être éjectées du centre de la galaxie. Cette concentration décentralisée d'étoiles pourrait donc être expliquée par l'éjection de ces étoiles pendant la fusion. Cependant, cette théorie ne peut être confirmée sans la découverte du trou noir éjecté. Les théoriciens ont prévu que les ondes gravitationnelles asymétriques peuvent fournir une accélération suffisante pour éjecter le trou noir résultant de cette fusion loin du cœur de sa galaxie haute. Mais cela doit encore être prouvé par une validation observationnelle. Une équipe de chercheurs dirigée par Gültekin a récemment examiné les données recueillies par le télescope à rayons X Chandra en 1999 et 2004, ainsi que des observations plus récentes en 2018 à la recherche d'indices sur la présence du trou noir supermassif. Les chercheurs n'ont trouvé aucune trace de l'activité des rayons X associés aux matériaux chauds qui s'approcheraient d'un trou noir. Ils ont ensuite étudié 3 amas d'étoiles proches du centre de la galaxie et ont mesuré la dispersion des vitesses des étoiles à l'intérieur de ces amas. Ils ont conclu que 2 des amas n'abritaient pas de trou noir supermassif mais étaient plutôt aspirés par la galaxie. Les données du 3e amas n'étaient pas concluantes. Ainsi, il n'y a aucune preuve de la présence du trou noir, ni avec Hubble, ni avec Chandra. Cela pourrait signifier que l'activité du trou noir est en sous-régime et donc trop faible pour être détectée par rayon X ou qu'il a été éjecté vers une localisation qui n'a pas encore été étudiée. La chercheuse Maïka Clavel a souligné que la non-détection permet de dire qu'un trou noir supermassif présent au cœur de la galaxie ou dans l'un des amas cités serait au moins 1 million de fois moins brillant que son maximum d'activité possible. Elle a également noté qu'il existe des exemples de trous noirs supermassifs qui sont en dessous de cette limite, y compris le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, qui est plus d'1 milliard de fois moins brillant que sa limite maximale possible. En attendant, les scientifiques continuent d'étudier les données pour tenter de comprendre les anomalies observées dans cette galaxie géante. Nous espérons vivement que leurs efforts porteront leurs fruits, nous révélant des informations encore plus intéressantes sur les trous noirs, leurs caractéristiques et leur formation. Et nous voici donc à la fin de notre aventure de ce jour. Nous espérons qu'elle a été passionnante et a apporté des réponses à bon nombre de questions que vous vous posiez. Si c'est le cas, laissez alors un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous. N'oubliez pas également que vous avez la possibilité de consulter les diverses sources en bas dans la partie description. Merci et à très prochainement sur Agora.